Voilà de retour sur le plateau du ZCL pour la suite de nos invités. On va recevoir dans un instant Linda Gobendos pour sa chronique Rendez-vous Ayurveda. Bonjour Linda. Il sera question de bien organiser sa journée en harmonie avec la nature. Tout un programme. Mais revenons dans un premier temps à l'actualité, notamment concernant les journées européennes du patrimoine et la remise de la dotation de la Française des Jeux pour la rénovation de l'ancienne prison de Petit Canal. C'était justement l'occasion de rendre cette dotation, un financement qui marque une étape essentielle pour la sauvegarde de ce lieu qui est chargé d'histoire et pour sa transmission aux générations futures. On voit un reportage de Loïs Lane. Ici, on est au bas du bourg de Petit Canal et nous sommes à proximité des marches des esclaves. Nous sommes à proximité du monument de la liberté, le plus ancien monument post-esclavagiste de la Guadeloupe. Et nous avons cette ancienne prison qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe et qui aujourd'hui est en phase, je dirais, de ruine, hein, et donc qui représentait un danger, d'où le fait que nous avons dû fermer. Et donc nous avons priorisé donc, la réhabilitation de ces murs et nous avons centralisé nos efforts pour que nous puissions avoir un accompagnement financier. Aujourd'hui, nous avons la fierté de Apparemment, petit souci technique sur le sujet. On va aller sur Petit-Bourg où le préfet est allé à la rencontre des citoyens pour parler de cette problématique de sargasses qui est urgente, situation qui entraîne des nuisances sanitaires et environnementales énormes avec ces algues. Et des solutions sont envisagées pour gérer ce lieu, ce fléau qui touche toutes nos côtes. On voit un reportage d'Olivier Félix. Ce soir, nous devions répondre aux interrogations des petits bourgeois. Ils se sont organisés en collectif, c'est tout à fait honorable. Ils nous ont interrogés, ils ont souhaité rencontrer les services de l'État et notamment le préfet. C'est une chose faite ce soir, c'est le début d'une séquence quand même d'information et de communication sur des sujets qui sont sensibles. L'expression de la souffrance de la population est tout à fait légitime. Et c'est pour cela que nous avons tenu à répondre de cette manière à cette souffrance, à ces interrogations. J'espère que ce soir, nous pouvons redonner espoir à notre population. Et bien entendu, le chantier se poursuit grâce à la collaboration avec l'État, grâce à la collaboration avec la région, le département et bien entendu toutes les collectivités locales qui agissent pour que nous puissions mieux lutter contre les sargasses. On a appris ce soir qu'ils vont dépêcher une société à partir de la semaine prochaine. Mais quelque part, le mal est fait, c'est qu'il n'y a pas eu de ramassage régulier. Donc le cumul fait que c'est un marécage. Quand ils vont la retirer, ça va réémettre des émanations. Donc l'eau sera troublée par tout ce lexiva. Et est-ce que ça sera exploitable? Je ne pense pas tout de suite. Il faudra que la nature digère encore. Donc là, on a commencé sur du kayak dans la petite rivière à côté. Donc une grosse question, c'est le côté sanitaire. Le côté sanitaire, on va peut-être se rapprocher de l'ARS pour avoir plus de précision sur les dangers potentiels qu'il y aurait sur cette eau teintée de sargasse, quoi. J'ai rappelé qu'il y avait effectivement 4 axes de travail pour que le problème des sargasses puisse être maîtrisé. Ce n'est pas le travail qu'on va faire, puisqu'on le fait déjà. Le premier axe, c'est comprendre comment cette algue fonctionne pour essayer et se reproduit, pour essayer d'endiguer sa reproduction et donc de limiter la prolifération des sargasses. Ça, c'est un axe de recherche qui est mené au niveau international, qui ne concerne pas directement les Guadeloupéens. Le deuxième axe, c'est de traiter l'algue quand elle arrive sur nos côtes, quand elle arrive sur nos plages, l'évacuer le plus vite possible pour qu'elle ne provoque pas de nuisance. Le troisième axe, c'est de comprendre l'impact de cette algue sur la santé humaine. Est-ce qu'il y a un impact d'abord? Et pour ça, il faut un travail scientifique mené par des médecins qui est en cours, qui n'est pour l'instant pas encore abouti. Donc on ne sait pas si vraiment il y a des impacts. En tout cas, on s'organise pour que s'il y a des impacts, on puisse s'en saisir très rapidement et apporter des solutions à la population.
Et puis la dernière thématique, cette algue provoque des désagréments, détruit les réfrigérateurs, les climatisations, les ordinateurs. Il y a besoin de voir comment on peut classer ce phénomène en calamité pour que les assurances puissent permettre d'apporter une réponse à la population en remboursant le matériel qui est abîmé. Là, c'est un travail que nous devons mener au niveau national avec les parlementaires pour faire modifier la loi. On va parler Ayurveda maintenant avec Linda. On voit le générique et on parle d'horloge ayurvédique. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, enfin pratiquement tout le monde, la performance et la course à la performance. Justement, on cherche à être plus productif, à optimiser le temps, souvent en dehors de notre corps et d'autres réalités, on va dire, cycliques naturelles et notre énergie naturelle. Et aujourd'hui, il est question d'horloge ayurvédique. De quoi s'agit-il, Linda? Alors, vous avez bien fait de le dire, c'est que souvent on cherche à être performant, mais malheureusement, on n'écoute pas le rythme de la nature. Donc, on travaille souvent à contre-courant, à contre-nature, et ça va avoir des répercussions en fait sur notre être. Donc, souvent on tombe malade, on fait des burn-out. Et ce que l'Ayurveda décrit, c'est qu'il faut apprendre à suivre le rythme de la nature. Et dans la nature, on peut observer qu'il y a une vraie dynamique. Donc, le soleil se lève, ensuite il va réchauffer l'endroit où on est, donc quand le soleil est à son zénith, et ensuite il va se coucher, ensuite il y a la nuit, il y a les changements de saison aussi. Et pour nous en Ayurveda, chaque changement comme ça dans l'atmosphère va impacter en fait les énergies. Ces énergies vont ensuite nous toucher. Du coup, on a développé le terme horloge ayurvédique n'existe pas dans l'Ayurveda traditionnel, mais je l'utilise parce que ça permet de mieux comprendre. Et en fait, le fait de comprendre les variations des différentes énergies de l'Ayurveda au cours de la journée, ça permet de mieux situer certaines actions pour être plus performant justement, non seulement dans le corps physique, mais aussi au niveau du mental et au niveau des émotions aussi. Donc, si je comprends bien, c'est une question de cycle. En fait, il y a des phases et c'est important d'être en accord avec ces phases-là. C'est ça? Tout à fait. Donc, il y a différentes phases. Par exemple, si je dois vous montrer un peu, je crois que j'ai laissé un schéma, on va nous montrer ça. Si vous prenez une horloge normale, donc disons que la journée commence à 6 heures du matin. Donc, à partir de 6 heures du matin, le soleil se lève. Et là, on va rentrer dans une énergie qui est plutôt kapha. Kapha, c'est l'énergie de la lourdeur, l'eau et la terre. Et dans cette phase-là, on va dire de 6 heures jusqu'à peu près 10 heures du matin, l'énergie sera plutôt lourde. C'est pour ça que les gens qui vont se réveiller après le lever du soleil auront tendance à traîner dans le lit et à trouver difficile de sortir du lit parce que cette énergie de l'eau et de la terre nous cloue un peu dans notre lit. Et ensuite, on va voir qu'après 10 heures, entre 10 heures voire 14 heures, on est dans l'énergie un peu plus chauffante qu'on appelle Pitta. Et cette énergie chauffante, elle est reliée à la digestion, à tout ce qui va être la transformation. Et au niveau du mental, on peut dire que c'est le moment où on a l'esprit un peu plus alerte. Donc on peut plus être en train de faire des analyses, mieux comprendre les choses. Tout ce qui va être intellectuel va être un peu, on va dire, décuplé à ce moment-là de la journée. Donc faire un cours de maths vers 10h, 15h, c'est une bonne idée. D'accord. Ensuite, on va avoir l'après-midi, l'énergie Vata, qui est l'énergie de l'élément air du mouvement. Cette énergie-là va nous apporter de la créativité, un peu plus de légèreté. Là, on n'a pas envie d'être assis, on a envie de bouger, on a envie de faire des choses. Sinon, on risque de s'endormir et de s'alourdir. Et du coup, c'est le moment où on aurait préféré mettre des activités créatives ou sportives. Et ensuite, quand on regarde la deuxième horloge, j'ai mis en soirée, là, c'est les mêmes énergies qui vont revenir. Donc la soirée, à partir des 18h, nous allons encore avoir Kapha. Donc c'est l'énergie qui sera propice pour nous permettre de ralentir le rythme. C'est une énergie qui est lourde. Donc on aura tendance à ralentir, on aura tendance à plutôt se préparer à aller dormir. Et on dit souvent que si on va se coucher dans cette période-là, le sommeil sera plus réparateur, on aura beaucoup plus d'apaisement et on pourra mieux combattre le stress et l'anxiété. Mais en général, on va dormir après 22h. Donc du coup, on passe dans la phase Pitta, qui est l'énergie de transformation. Et quand on parle de transformation le soir, c'est plutôt une assimilation de ce qui se passe dans notre corps. Donc quand on a digéré
Le soir, on digère nos aliments, mais on digère aussi ce qu'on a vécu dans la journée. Et on recommande d'aller dormir, on va dire, aux alentours de 22 heures maximum, pour que justement notre corps puisse se réparer aussi. Tout ce qui va être réparation du corps, même la croissance chez les tout petits, ça se fait durant la nuit en général. Et après, quand on passe au petit matin, on va dire à partir de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin le lendemain, on est dans une énergie encore vata. Et c'est là qu'on se sent le plus inspiré, ou c'est là où on est le plus connecté aux choses subtiles et à la spiritualité. On recommande justement durant cette période-là de faire de la méditation, de faire des pratiques spirituelles, du yoga, ou même d'écrire dans son journal. Je parlais d'inspiration, donc c'est le meilleur moment aussi pour, par exemple, écrire des poèmes, créer des idées, avoir les idées, faire les idées venir, c'est à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut réorganiser tout son planning, c'est ça? Ça veut dire qu'il faut déjà... Il faut se réveiller aux aurores, manger à partir de 10 heures, non? Alors, là, c'est une bonne remarque, parce qu'en fait, ce qu'on dit, en général, en Occident, on dit de prendre un bon petit déjeuner le matin. Et ce que l'Ayurveda dit en fonction de l'horloge que j'ai montré, manger lourd le matin, ça va nous alourdir encore plus, puisqu'on a déjà l'énergie qui est très lourde. Donc le matin, c'est plutôt le meilleur moment pour faire de l'activité physique. Et si vous voulez manger le matin, si vous avez faim, il vaut mieux manger quelque chose de léger. D'accord. Et en réalité, le repas le plus important pour nous, il faut le positionner le midi. C'est le moment où on a le plus de feu dans notre corps, c'est le moment où notre organisme sera le plus apte à mieux digérer. Donc le repas le plus important le midi et le soir, d'où on dit qu'il faut essayer de manger, mais au moment où le soleil se couche, encore comme nos grands-parents faisaient à l'époque, pas parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison, mais parce que c'est le moment idéal pour digérer, parce qu'une fois que le soleil va se coucher, on va encore rentrer dans cette phase kapha qui va nous alourdir, qui va ralentir le métabolisme et qui va rendre la digestion beaucoup plus difficile. Donc il faut manger avant 18 heures. Ça serait mieux. Mais ça veut dire que le déjeuner, il est à quelle heure? Le déjeuner, normalement, il devrait être vers midi, 13 heures. 13 heures. Et là encore, vous allez voir que si vous mangez un repas normal vers cette tranche horaire, vous aurez faim vers 17-18 heures. D'accord. Mais nous, la société moderne a commencé à promouvoir le goûter. Donc les gens prennent des goûters au lieu de manger quand ils ont faim, en fait. D'accord. C'est ça. Et ensuite, comme il y a l'électricité, le courant, on a tendance à rester à veiller tard. Et donc, on va dormir tard. Donc les gens souvent me disent, mais si je mange à 18h, j'aurais fait à 22h. Mais normalement, on est censé déjà être au lit à 21h. Ah ouais, il faut remettre tout le monde dans le bon ordre, en fait. Et du coup, toujours pour continuer dans cette histoire d'horloge, donc je parlais tout à l'heure de classe. Donc mettre un cours de mathématiques, par exemple, l'après-midi, vos élèves ne vont pas suivre, puisque le mental sera très imprégné de mouvement, d'agitation. Donc on pourra pas se concentrer, on ne sera pas très alerte au niveau du mental. Donc tout ce qui va être, par exemple, discipline qui nécessite, là je parlais d'école, mais ça peut être aussi même dans la vie de tous les jours, professionnellement. Si vous voulez capter l'attention, la concentration des gens, il vaut mieux positionner la réunion vers 10h, 11h, voire midi. Et s'ils n'ont pas faim, bien sûr. Et là, vous pourrez avoir toutes les compétences intellectuelles. Et tout ce qui va être rétention, c'est-à-dire apprendre, comprendre, retenir, vaut mieux mettre ça le matin, entre 6h du matin et 10h, parce que c'est là où on a l'énergie de l'absorption, kapha. Vous voyez? D'accord. Et tout ce qui est activité physique, faire du sport, on a dit plutôt le matin. Mais ensuite, tout ce qui est créatif, comme la danse, les choses comme ça, l'après-midi, c'est bien. Ok, il faut revoir tout le système. En tout cas, c'est une invitation à se calquer sur le rythme de la nature pour être plus performant. Donc, parce qu'en fait, la science moderne parle beaucoup du cycle circadien. Donc, c'est quelque chose que les scientifiques ont déjà décrit. On observe qu'il y a certaines sécrétions qui sont prédominantes dans le corps à certains moments de la journée en fonction de l'intensité du soleil. Et si on prend conscience de ça et qu'on positionne les activités convenablement, on sera plus performant. Donc, c'est juste un petit pouce pour montrer qu'en suivant le rythme de la nature, en suivant le rythme de notre corps, parce que notre corps s'adapte à chaque mouvement de la nature, on peut arriver à peut-être gagner du temps ou à puiser dans l'énergie naturelle qui nous entoure au lieu de forcer. Si vous voulez, je sais pas moi, faire du sport à 22h, ça va plutôt vous agiter, vous empêcher de dormir bien souvent. C'est vous vrai, voyez un peu l'idée? C'est vrai. Donc, c'est des choses simples qu'on peut mettre en place pour un mieux-être, on va dire ça comme ça. Mais si on veut aller plus loin et connaître un peu plus les principes de l'Ayurveda, comment on fait?
Ah ben, il y a moyen de venir me voir en consultation et là, ça sera un entretien individuel. Donc, si vous avez des problématiques ou quelque chose sur quoi vous souhaitez travailler, notamment la performance, vous pouvez passer au cabinet, prendre rendez-vous sur mon site internet ou encore appeler le secrétariat, le 06 90 92 46 67. Mon cabinet se situe au Gosier à l'espace Meraki. Merci Linda. Merci beaucoup. Ça soulève plein de choses, mais c'est bien. En même temps, ça permet de remobiliser le cycle. Tout à fait, ça permet surtout de prendre conscience. C'est ce qu'il nous faut, Ouais. parce que plus on est conscient en fait de ce qu'on fait, de comment on le fait, à quel moment on le fait, ben, plus on arrive à ajuster naturellement. Ça ne devient pas une contrainte ou une obligation. On se dit, ah tiens, c'est vrai que quand je me suis levée à 10 heures, j'ai traîné plus longtemps dans le lit, tandis que quand je me lève à 6 heures, j'ai plus d'énergie. Merci beaucoup. Merci. On va conclure notre émission aujourd'hui. On a reçu Catherine Romuald, directrice générale adjointe de l'accompagnement social et de l'insertion. Elle nous a parlé de l'illettrisme, notamment de cette convention qui a été signée avec le département, et aussi du meet-up qui aura lieu le 25, donc ce jeudi au 2.0, donc meet-up du ZCL. Pour continuer cette discussion autour de l'illettrisme, il sera question d'en parler justement avec Jessica Oublié, Manixi Artiteka et toute la team du ZCL. On sera là pour permettre d'ouvrir les échanges et de mettre en lumière les solutions qui existent pour mieux accompagner les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Avec Joanne Nigard, chargée du service sport au conseil départemental, il était question de la finale 5 km du département. Donc c'est le 28 septembre, il est encore temps de s'inscrire. Sur l'affiche, vous avez le site internet qui vous permet de vous inscrire facilement. Avec Sylvie Rosier, il était question de confiance, notamment en équipe. Céline Pozo nous a parlé de son application Coup de main. Et on vient de voir avec Linda Gobindos comment mieux organiser sa journée en harmonie avec la nature. Au niveau de l'actualité, il était question des journées européennes du patrimoine, notamment à la JSF qui a fait sa journée porte grand ouvert. C'était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités que l'association propose. On est aussi allé au tribunal de Pointe-à-Pitre qui a ouvert ses portes pour mieux connaître l'univers de la justice. Sur Petit Canal, on a découvert l'ancienne prison et notamment la remise de la dotation de la Française des Jeux pour la rénovation de cette prison. Et on est allé sur Petit-Bourg où le préfet était à la rencontre des citoyens pour la problématique des sargasses. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous souhaite un bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, vous êtes un peu en retard par rapport au cycle, comme moi. Mais on se voit demain et prenez soin de vous.